Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation française, de la France face à ses fractures identitaires, communautaires, économiques, bref, plein de situations dans lesquelles on remarque et on voit que la France peine à se relever. Donc, je vais essayer de vous donner une analyse sans complaisance de l'état de la France d'aujourd'hui, de la France contemporaine. Et on va poser les questions qui dérangent ou bien que certains évitent. Comment une nation construite sur l'universalisme républicain tel que la France gère-t-elle la fragmentation croissante de son tissu social? Ce n'est pas un débat idéologique, c'est une analyse factuelle. Donc je vais m'appuyer sur certaines données assez factuelles, sur des tendances observables et sur des scénarios probables. Après, libre à vous maintenant de prendre votre décision, d'avoir votre avis, bien évidemment. Parce que comprendre les fractures d'aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est anticiper les défis de demain qui attendent toutes celles et ceux qui vivent en France, que vous soyez immigré ou pas, français ou gens, peu importe. À partir du moment où vous vivez en France, ce sujet vous concerne. Et d'autant plus si vous êtes français. Mais dans tous les cas, pour celles et ceux qui vivent en France, c'est un sujet très très problématique. Et les défis, bien sûr, qui attendent la France et que l'on constate déjà aujourd'hui sont considérables. Le diagnostic factuel en quelques mots, le voici. Commençons par quelques faits. La France compte aujourd'hui environ 67 millions d'habitants, selon l'INSEE. Et toujours selon l'INSEE, nous avons près de 27% de la population qui a au moins un parent né à l'étranger. Dans certaines communes, par exemple, si vous prenez des communes de banlieue de Seine-Saint-Denis, ce chiffre-là dépasse 70%. Et ces données ne sont ni bonnes ni mauvaises. Je ne fais pas d'idéologie, comme je vous ai dit au préambule, en entrée, dans mon propos préliminaire. C'est factuel. Donc, ce sont des données, en fait, factuelles et que l'on peut constater et consulter. Donc, sur ces données-là, vous avez bien accès aux statistiques, en l'occurrence, bien évidemment. Je précise que de manière générale, les statistiques ethniques, etc., sont beaucoup plus difficiles d'accès puisque d'après la loi en France, ce n'est pas autorisé. Mais là, particulièrement sur ce genre de statistiques, vous pouvez avoir accès libre si vous faites un tout petit peu de recherche. Mais regardons maintenant les choses et les indicateurs d'intégration. C'est surtout là où j'aimerais vous amener. Le taux de chômage des jeunes issus de l'immigration, je précise bien parce que c'est une rhétorique qui revient de plus en plus de la part des partis de droite ou d'extrême droite à la question de l'immigration. Donc parlons-en effectivement de la question de l'immigration. Sur les problèmes aussi de l'immigration, bien sûr, on peut remarquer que un taux de chômage chez des jeunes issus de l'immigration qui devient de plus en plus problématique par rapport à la moyenne nationale. Parce que, et bien évidemment, l'immigré étant considéré comme étant quelqu'un qui ralentit la France, selon l'esprit, je précise bien, des gens d'extrême droite ou de droite, ou même aussi parfois certains de gauche, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait partie de la gauche que ça lui donne toute carte blanche, mais globalement, la tendance est beaucoup plus à droite. Et donc, quand le taux de chômage chez les jeunes issus de l'immigration commence à déranger, et c'est un fait aussi, hein, parce que les conditions économiques qui ne sont pas reluisantes et que la France peine à se relever, et ce n'est pas vu de la même manière qu'un taux de chômage issu des Français blancs, disons les choses clairement, ou Français de souche pour certains, si ce vocabulaire, bien sûr, puisque ce vocabulaire est admis. Donc oui, ce n'est pas du tout pesé de la même manière et perçu avec le même état de perception, donc avec la même ampleur, puisqu'on va considérer que, évidemment, l'immigré, même si c'est après... Alors, quand je dis immigré, ne vous détrompez pas, hein, parce que si vous croyez que c'est parce que vous avez la carte française, comme je pense un bon nombre de personnes ici, vous n'êtes pas considéré pour cette, hein, je précise bien, pour cette, hein, comme étant réellement français à part entière. Bon, bref, j'ai assez digressé là-dessus. Ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que, étant donné le chômage général en France, et particulièrement lorsqu'il touche les jeunes issus de l'immigration, que ce soit français de deuxième génération, troisième génération, etc., ou perçus comme tels par une autre partie de la population, c'est beaucoup plus dérangeant, on le voit bien dans les discours médiatiques, politiques et même en société dans les débats,
que le français qui va être considéré vraiment comme étant français de souche, français blanc, etc. Ou français, par exemple, issu d'une immigration européenne. D'accord? Faut être, je pense qu'à ce niveau-là, si on n'est pas de mauvaise foi, on peut quand même s'entendre là-dessus. Et dans les quartiers prioritaires, par exemple, si on prend les quartiers prioritaires, on va constater 42% des jeunes de moins de 25 ans qui sont sans emploi. Bon, maintenant, il y a des raisons derrière, bien évidemment. Par exemple, l'école républicaine, censée être l'ascenseur social, montre des signes de fatigue. Ça a déjà... Moi, franchement, à ce niveau-là, je constate cela depuis des années, hein, tout à fait. J'étais en classe préparatoire scientifique, en MPSI, PSI, et je peux vous dire qu'en tant que considéré comme minorité, j'en ai pas vu beaucoup de personnes de ma classe sociale, entre guillemets, ou des personnes qui me ressemblent, d'accord, je le dis clairement, être pleinement investi à ce niveau-là. Je peux concevoir quelque part cela, mais avec le temps, je prends du recul et je me rends compte que l'école, qui était censée être l'ascenseur social en France, ne tient plus la route. Et d'autant plus si vous faites les grandes études, si vous allez dans les études pointues, comme je l'ai dit, des classes préparatoires scientifiques. Je ne suis pas... voilà, je ne parle pas d'alternance ou d'école de commerce à la con où il faut payer plus de 20 000 euros l'année. Non. Ça, c'est vraiment des filières dans lesquelles, tout particulièrement, les minorités, surtout les minorités les plus fragiles en France, ne s'investissent pas. Et c'est quelque chose aussi que l'État ne fait pas en sorte de résorber, de faciliter l'intégration ou l'assimilation. Et je pense aussi que là, particulièrement, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, je vais continuer quand même mon analyse et mon diagnostic. Les écarts de performance aussi entre les établissements. Toujours, si je prends mon exemple, moi j'étais en classe préparatoire scientifique. Déjà, il y a des, bon, même pas besoin d'y aller à ce niveau, mais d'autant plus, vous constatez que les établissements en France, selon les communes, selon les mairies, selon les villes, certains établissements sont beaucoup plus privilégiés que d'autres parce que la différence de classe, les moyens mis en œuvre, etc. L'entrisme, l'élitisme, l'entre-soi qui n'est pas dénoncé en France joue pourtant un très grand rôle à ce niveau-là. Et d'où pourquoi, évidemment, aussi les écoles sont classées selon que vous soyez d'une très bonne école ou bien d'une école moyenne. Votre classement ou votre... Si on part du principe que la méritocratie existe, même si je n'y crois pas trop en France, c'est un leurre. Mais disons que pour la moyenne, pour le reste des Français et des personnes qui vivent en France, quand vous essayez de pouvoir vous élever dans la société, vous constatez qu'il y a une discrimination au niveau de l'ascenseur social et surtout particulièrement à l'école déjà, dès l'école déjà, au niveau des établissements. Parce que lorsque vous devez passer des concours comme Centrale, Minpon ou l'X Polytech, en fonction de votre classe préparatoire scientifique, déjà on vous oriente sur votre niveau d'accès et sur, in fine, un classement final par rapport souvent aussi au niveau d'excellence de votre classe préparatoire scientifique. Une classe prépa, par exemple, les Parisiens vont considérer que ceux qui viennent des classes prépa de province n'ont pas particulièrement le même niveau. Parce que, évidemment, bon, je vais essayer de revenir sur ce sujet un peu plus longuement la prochaine fois. Mais vous donner un exemple, par exemple, c'est que vous allez avoir des écoles, des lycées tels que Louis-le-Grand qui vont bénéficier, par exemple, tout le long de l'année des programmes meilleurs et des professeurs qui corrigent les copies des concours en fin d'année en classe prépa, en classe préparatoire scientifique, en MPSI ou en MP, par exemple, pour les deuxièmes années, les maths SP. Et ça, particulièrement, donc, quand vous êtes lycéen dans une grande classe préparatoire scientifique à Paris, par exemple, disons que l'entraînement dans une forme d'entraînement au quotidien, d'examen tout le long de l'année, vous êtes avantagé parce que vous voyez
on vous entraîne quelque part sur des notions qui potentiellement auront plus de chances d'être posées le jour du concours. Contrairement à si vous êtes dans une classe préparatoire scientifique de province ou bien de banlieue parisienne pas très cotée, où vous devrez faire beaucoup plus d'efforts si vous voulez avoir le même niveau, la même chance que un lycéen parisien, par exemple. Donc, à ce niveau-là, vous, même si vous voyez les mêmes notions, les mêmes chapitres, toujours est-il que la manière, la méthodologie est un tout petit peu différente dans son approche. D'un côté parisien, grande école, on vous prépare dès le début de la rentrée à comment aborder les sujets de fin d'année, les sujets de concours des grandes écoles, Minpon, Centra Supélec, X, etc. Et de l'autre côté, si vous êtes dans une école de classe préparatoire pas très cotée, vous devriez faire beaucoup plus d'efforts parce qu'il y a un gap entre vous et le lycéen parisien venant d'une très grande école cotée de classe préparatoire. Et ça, vous pouvez le multiplier. J'ai pris cela comme exemple, mais sur tous les lycées, hein, d'accord, sur le système scolaire en France. Et donc, ça exacerbe comme ça, effectivement, les écarts de performance entre établissements. Et cela n'a jamais été aussi important. Et pendant ce temps, par conséquent, il y a donc une fracture territoriale qui se creuse. D'un côté, les métropoles mondialisées, de l'autre, la France périphérique. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est une société qui se fragmente, comme je l'ai dit, en communautés qui ne se comprennent plus. Les gilets jaunes, d'un côté, par exemple, vous avez les gilets jaunes, où on va considérer globalement la classe blanche, disons les choses aussi sans embâche, et de l'autre côté, les banlieues de l'autre, s'il faut caricaturer, et les centres-villes gentrifiés au milieu. Chacun est dans sa bulle, chacun avec ses codes, chacun avec ses ressentiments. Et donc, vous avez comme ça des facteurs de crise, mais pourquoi cette situation se dégradait-elle? Le premier facteur, c'est la fin de l'abondance. Pendant les 30 glorieuses, la croissance permettait l'intégration. Il y avait du travail pour tous, de la mobilité sociale, de l'espoir. Aujourd'hui, la croissance stagne. Donc l'économie n'est plus en parfait état. Les ressources se raréfient. La concurrence s'intensifie. Vous prenez la France aujourd'hui, que ce soit au sein de l'Union européenne vis-à-vis de ses concurrents allemands et tout le reste, et même mondialement, la France peine à maintenir son classement mondial et on constate aujourd'hui une dégringolade dans le classement à l'échelle mondiale. 7e puissance mondiale, bientôt 8e, etc. Et le deuxième facteur, c'est aussi l'échec du modèle d'intégration républicain. Ce modèle-là qu'on nous a vanté pendant les 30 glorieuses, conçu à la base en fait pour des flux migratoires européens. Ce modèle aujourd'hui, il n'a pas su s'adapter aux migrations extra-européennes. L'école laïque, l'armée du service national, l'emploi industriel, il y a des situations comme ça dans lesquelles on constate que le modèle républicain d'intégration ne fonctionne plus. Troisième facteur aussi, il faut en parler avec les nouvelles technologies, la révolution numérique. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, l'automatisation. Tous ces facteurs-là vont venir aggraver la situation française, détruire les emplois peu qualifiés. Et donc, forcément, ces facteurs vont toucher les communautés les plus fragiles ou les personnes individus n'ayant pas une stabilité éducative, financière et qualification assez poussée. Donc précisément, comme je le disais, ceux qui ne sont pas aptes à pouvoir s'adapter rapidement face à ces changements vont subir. Et ce modèle, pardon, excusez-moi, ce modèle, comme je disais, républicain, permettait l'intégration des populations les plus fragiles auparavant, mais sauf qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc, résultat des courses, aujourd'hui, vous avez des communautés entières, comme aux États-Unis, qui sont en train de se former. Je pense que vous le voyez, parce que se sentent exclus de l'économie moderne. Donc, essayent de former un tissu beaucoup plus restreint à leur échelle. Et un facteur aussi très important, un quatrième facteur, c'est la mondialisation culturelle. Avec les réseaux sociaux, les chaînes satellitaires, tous ces éléments-là maintiennent des liens avec
les pays d'origine des minorités en France. Donc, plus que l'économie n'ayant plus une force aussi importante qu'avant, il y a donc des communautés qui se forment en France et ces communautés, forcément, vont s'appuyer sur, par exemple, les réseaux sociaux, sur des chaînes satellitaires, sur des influenceurs qui vont parler le langage, tout simplement, le langage culturel. Et votre assimilation ou l'assimilation à la française deviendra et devient de plus en plus difficile quand vous avez des communautés comme ça en France disparaître, où chacun est dans sa bulle. Alors, je vais continuer un peu avec l'état de la France. Si on regarde maintenant à l'échelle européenne, ce phénomène n'est pas spécifiquement lié à la France, parce que vous prenez aussi l'Allemagne, vous avez 40% des moins de 5 ans en background migratoire. Les Pays-Bas, pareil, on voit aussi aux Pays-Bas, on voit monter des tensions communautaires. En Suède également. La Suède fait face à une explosion de la criminalité dans certains quartiers. Le Royaume-Uni, dernièrement en date, avec les émeutes qui ont eu lieu, et puis la revendication des Britanniques à vouloir récupérer les pays face à l'immigration galopante. Donc le Royaume-Uni qui a voté le Brexit, en partie pour reprendre le contrôle de l'immigration. Partout en Occident, c'est le même constat. Les sociétés multiculturelles peinent à maintenir la cohésion sociale. Bien sûr qu'il y a des raisons derrière. Ce n'est pas juste ce constat-là, comme le fait l'extrême droite. Et puis, on n'explique pas du tout les raisons pour lesquelles. Angela Merkel elle-même avait déclaré en 2010 que le multiculturalisme, en fait, a totalement échoué. Alors ça, c'était son constat, bien évidemment. Donc, je pense que on peut être d'accord sur ce constat, mais comme je le dis, il faut pouvoir l'expliquer derrière. Et c'est surtout ce qui n'est pas fait dans l'explication. L'explication, c'est, on l'a fait coûte, hein, bien sûr, c'est ce même patronat, l'élite occidentale, européenne, française, qui a créé cela. Et sauf qu'en fin de course, on accuse l'immigré. Ce n'est pas l'immigré qui choisit de venir en France. Ce n'est pas lui qui décide dans quelle ville ou cité il va vivre. C'est la politique de la cohésion nationale, de l'habitation, qui décide où l'immigré doit habiter. Et souvent, on le met avec, entre guillemets, ce semblable, tel un mépris, parce qu'on se dit que de toute façon, ils vont s'entendre entre eux et ils ont les mêmes coutumes, ils ont la même culture. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. C'est ce qu'on n'essaye pas de clairement dire aussi aux Français qui sont de bonne foi. Et surtout aussi également, il faut parler aussi à l'échelle géopolitique. Quand on voit que l'élite française pactise ou traite avec l'élite des pays d'origine de ces minorités en France, quand on observe une collusion entre ces élites en question, on constate que l'immigré comme le français, in fine, en fait, si les deux s'écoutent et s'entendent réellement et dialoguent, vont naturellement constater qu'ils ont le même ennemi au final. Mais comme chacun étant dans sa bulle et étant divisé pour mieux régner, bah, les deux se font la guerre et ne se comprennent pas. Bon, je vais continuer parce que, évidemment, donc, comme je disais, la diversité sans cohésion génère la fragmentation. Et la fragmentation, dans un contexte de crise économique, génère des conflits. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus des conflits en France, des manifestations, de plus en plus. Et j'aimerais maintenant faire entrer en jeu l'impact de la technologie, et notamment de l'IA, de l'intelligence artificielle, dans les prochaines crises. L'IA va supprimer des millions d'emplois dans les 20 prochaines années. Donc, caissiers, chauffeurs, employés administratifs, ouvriers, précisément les métiers qui emploient massivement les populations immigrées. Vous allez avoir des résultats prévisibles, tels qu'une explosion du chômage dans les communautés, surtout les plus fragiles. Et quand on combine chômage de masse avec fracture communautaire, avec crise énergétique, avec inflation, on obtient un cocktail explosif. Les émeutes de 2023, par exemple, avec la mort de Naël, n'étaient qu'un avant-goût. Imaginez la même situation avec 30% de chômage et des pénuries alimentaires. Pendant ce temps, l'IA créera de nouveaux emplois. Mais bien sûr, il y aura de nouveaux emplois qui vont se créer, mais pour qui? À destination de qui?
Je l'ai toujours dit, l'IA ne va pas vous remplacer, mais c'est quelqu'un qui maîtrisera l'IA qui va vous remplacer. Donc, l'IA va créer de nouveaux emplois pour ceux qui maîtrisent déjà, par exemple, les méthodes de prompt engineering, qui maîtrisent le code informatique, les langues, langage naturel, prompting, les codes culturels dominants. En clair, pour les populations déjà intégrées, d'autant plus. Donc, ceux qui ont déjà une avance ou un capital d'intégration en France, oui, ces personnes-là auront une chance de pouvoir s'en sortir devant l'IA. Donc, l'IA va donc mécaniquement creuser les inégalités entre communautés. Ceux qui maîtriseront l'IA et de l'autre côté, ceux qui seront asservis par l'intelligence artificielle. Donc, ceux qui maîtriseront l'IA domineront l'économie et ceux qui la subiront deviendront économiquement obsolètes. Maintenant, finissons avec les scénarios d'évolution. Quelques scénarios d'évolution face à cette situation. Quels sont les scénarios possibles? Je vous donne quelques possibilités. Scénario 1, l'assimilation forcée. D'accord? L'État durcit drastiquement sa politique d'intégration. Fin du regroupement familial. Contrôle strict de l'immigration. Assimilation obligatoire. C'est une solution, hein, je ne fais qu'énoncer. Donc, c'est un scénario possible. Puisque ça, c'est le scénario que l'extrême droite ou la droite dure réclame de plus en plus. Et une partie aussi de la gauche, bien évidemment. Bon, moi, je suis apolitique, donc je ne suis pas dans vos histoires de gauche-droite, etc. Je fais qu'exposer la situation. Mais le problème avec cette approche, c'est que ça génère des résistances et potentiellement des violences. Il faut en être conscient. Donc, il va falloir se salir les mains, mettre les mains dans le cambouis. Scénario 2, la séparation territoriale. Donc, acceptation de facto de la fragmentation communautaire comme aux États-Unis. Chaque communauté vit dans ses quartiers avec ses règles, avec ses codes. Les zones de non-droit, comme on dit, les zones où l'État a déserté, etc. Donc, soit on en vient à ce genre de situation, et c'est déjà partiellement le cas, en quelque sorte, dans certaines zones qu'on qualifie bien sûr de non-droit. Mais le problème, une fois de plus, cela mène à la libanisation du territoire, donc comme au Liban, par exemple. Scénario 3, l'explosion sociale. Les tensions finissent par déboucher sur des affrontements généralisés, guerre civile lavée, état d'urgence permanent, militarisation de la société. Le Liban ou l'ex-Yougoslavie montrent que c'est possible, même en Europe. Scénario 4, la refondation républicaine. On crée, donc on passe à une création d'un nouveau contrat social, à la Rousseau, d'accord, entre l'État et le citoyen. La République ne connaît pas les communautés, mais ne reconnaît que des individus. Création donc d'un nouveau contrat social adapté à la diversité contemporaine. On accepte que la France est multiculturelle, pour le coup, cette fois-ci, et pas avec une forme d'hypocrisie. Donc, on passe derrière avec une réinvention de l'école, du travail, de la citoyenneté. D'accord? Il n'y a plus, cette fois-ci, la notion de français de souche, parce que derrière, ça voudrait dire que l'arabe ou le noir qui est là depuis deux générations n'est pas considéré comme français. Mais le problème avec ce scénario, c'est que cela nécessite un consensus politique qui n'existe pas. Vous regardez les partis politiques à l'heure actuelle, je pense qu'on en est très loin en tout cas. Scénario 5, l'émigration inverse. Donc cette fois-ci maintenant, les immigrés rentrent chez eux. Mais de quelle manière? Bon, forcé ou volontaire, à vous d'en décider. Donc face aux difficultés, certaines populations repartent avec le pays d'origine, soit volontaire ou soit sous la pression économique. Déjà, on constate aujourd'hui avec cette pression économique, certains rentrent déjà. Mais tout le monde ne pourra pas rentrer. Ça, il faut aussi être clair là-dessus, être lucide. Je le dis pour certains qui pensent que demain, la France n'aura pas d'immigrés. Certains pays, par exemple, comme le Danemark, encouragent déjà ce mouvement. L'analyse maintenant systémique, si on observe ces scénarios dans leur ensemble, avec les outils de manière systématique, et systémique, un système social peut absorber un certain niveau de diversité, mais au-delà d'un seuil critique, et c'est ce qui véritablement se voit très visiblement en France, le système social ne tient plus la route.
Donc la CAF, les aides RSA et tout le reste ne permettent plus de maintenir cette cohésion, cette diversité sociale. Donc, parce qu'on a dépassé un certain seuil critique, et d'où pourquoi il est entré en instabilité, ce système en question. Et le seuil, bien sûr, dépend de plusieurs facteurs, parce que la croissance économique, la cohésion culturelle, l'efficacité des institutions ajoutées, il n'y a plus de croissance économique, la cohésion culturelle, fragmentation des communautés, l'efficacité des institutions. Je pense que vous voyez bien avec des gouvernements successifs qui sont changés 2 à 3 mois, l'État ne tient plus la route également. L'État est tombé en décrépitude, en lambeaux. Donc, quand ces facteurs se dégradent simultanément, le système devient ingérable. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La croissance faible, la crise culturelle et les institutions défaillantes. Dans ce contexte, vous rajoutez par exemple les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, ça accélère tout simplement la décomposition de l'État. Et l'État n'étant plus maître de la situation, bah, effectivement, il y aura une situation de chaos. Et en plus, forcément, évidemment, les écarts vont se creuser et les inégalités également entre les individus, entre les communautés, rend certaines populations obsolètes, certains individus, et concentre le pouvoir dans les mains d'une minorité. Je vous donne ma conclusion pour terminer là-dessus. Que doit-on faire en France ? Que doit faire la France précisément? La réalité, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Chaque option a un coût humain et politique énorme, effectivement. Mais ne pas choisir, c'est aussi un choix. C'est pourquoi les politiques sont lâches depuis des années. C'est le choix des politiques de faire justement un choix lucide et de trancher clairement. Et aujourd'hui, on constate que les politiques n'ont pas décidé et donc par conséquent, ils ont fait un choix qui est de laisser la situation se dégrader jusqu'à l'explosion. L'histoire nous enseigne que les sociétés qui ne gèrent pas leurs contradictions internes finissent par imploser. La France a encore les moyens de choisir son destin, mais cette fenêtre d'opportunité se referme rapidement. L'intelligence artificielle, les nouvelles technologies vont redistribuer les cartes économiques et sociales. Ceux qui s'y préparent suivront, ceux qui l'ignorent seront balayés. La question n'est plus de savoir si la France va changer, la question est de savoir si ce changement se fera dans l'ordre ou dans le chaos. Je vais m'arrêter là, je pense que j'en ai assez dit. Libre à vous maintenant de mettre en commentaire vos avis éventuellement. Et merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous et partagez cet avis avec d'autres personnes de votre entourage si cela vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine et restez concentrés. Surtout, ayez conscience de la situation en France pour ne pas tomber dans une forme de complaisance face à ce qui se passe réellement. Je vous dis au revoir et restez concentrés.